L'approche stratégique de Michel Crozier et d'Erhard Friedberg a apporté une contribution importante dans la compréhension des comportements organisationnels. Cette approche s'inspire des travaux d'Herbert Simon et de ses compagnons Marsh et Siert. Elle se base sur les concepts essentiels ou le concept essentiel de la rationalité limitée et s'inscrit aussi dans le prolongement de la considération de l'organisation comme une coalition d'individus, ce qui signifie que ce n'est pas un phénomène naturel, mais plutôt un construit social. L'organisation aussi négocie avec l'environnement via des relais, et ces relais sont des individus et qui permettent le prolongement euh, des phénomènes de pouvoir qui peuvent exister en interne et qu'on va retrouver aussi dans la relation de l'entreprise avec l'extérieur. Ce qui signifie que la démarche stratégique de Michel Crozier et d'Erhard Friedberg remet en cause le caractère prescriptif de la théorie de la contingence qui pense que l'environnement détermine les choix organisationnels. L'approche sociologique de Michel Crozier, au milieu des années 60, va permettre d'apporter une critique intéressante à la bureaucratie ou à l'idéal bureaucratique tel qu'il est défini par Max Weber. Pour Michel Crozier, la bureaucratie est loin d'être un idéal. C'est plutôt une réalité et c'est un système d'organisation qui est incapable de se corriger en fonction de ses erreurs et dont les dysfonctionnements sont devenus un des éléments essentiels de l'équilibre. Cette définition montre que la bureaucratie est loin d'être une solution, mais c'est plutôt un problème. Ce problème, ce sont les pouvoirs publics en particulier qui le vivent, et cela explique la difficulté qu'ils rencontrent dans toute réforme euh, organisationnelle. L'approche de Michel Crozier est une approche basée sur l'observation et la réalisation d'un certain nombre d'entretiens avec des acteurs. Et sa démarche permet de donner une place centrale au pouvoir. Le pouvoir, selon lui, n'est pas que l'autorité. On peut le définir d'une manière beaucoup plus large. A a un pouvoir sur B si effectivement A arrive à obtenir de B un comportement qui va dans le sens de ses intérêts, c'est-à-dire des intérêts de A. Mais ce phénomène n'est pas seulement unilatéral. Si A a un pouvoir sur B, c'est que B a nécessairement un pouvoir sur A. Et dans ce cadre-là, l'approche de Crozier s'inscrit dans les préceptes ou respecte les préceptes de l'approche systémique et notamment le principe du feedback, la rétroaction. À partir de là, cette approche est une approche euh, qui permet de définir le pouvoir en tenant compte d'un certain nombre d'autres concepts voisins, dont, enfin, d'autres concepts complémentaires, dont celui de la source d'incertitude. La source d'incertitude est ce moment crucial dans la vie de l'entreprise où l'organisation ne fonctionne pas tel que c'est prévu qu'elle fonctionne. Donc ce sont des moments de crise en général. Crise sociale, crise économique, crise financière, crise technique. Et nous allons voir tout à l'heure, à la fin de ce podcast, l'exemple très célèbre de l'atelier de production qui est face à une situation de panne des machines et comment les acteurs vont adapter leur comportement pour sortir
de cette crise, de la panne, et comment cette crise est interprétée de façon différente par les acteurs en fonction de leurs propres intérêts. À partir de là, chaque acteur possède une marge de manœuvre, qui est une marge de manœuvre relative, c'est une certaine liberté, et il va l'exploiter en fonction des comportements, des compétences, en fonction des compétences, des ressources, des informations dont il dispose en faveur de ses propres intérêts et de la réalisation des objectifs qu'il s'est lui-même définis. Dans ce cadre, il est fréquent que le le concept d'intérêt général passe en second plan et face à l'omniprésence des intérêts individuels. Donc, chaque acteur a sa propre stratégie parce qu'il a des objectifs qui lui sont propres et il agit aussi dans un système d'action concret. Selon Michel Crozier et Ralph Friedberg, le système d'action théorique, c'est celui qu'on peut voir dans les organigrammes, dans les procédures, les différentes règles et normes qui définissent l'organisation. Mais le système d'action concret, c'est la manière avec laquelle les individus s'adaptent au, au système d'action théorique et arrivent à le manipuler en faveur de leurs propres intérêts. Ce système d'action concret est un construit social qui va permettre de structurer le jeu des acteurs et qui va être animé par des relations de pouvoir qui s'établissent entre les différents acteurs. Nous allons voir maintenant le cas de l'atelier Renault qui va nous permettre de mieux cerner ces deux précédents concepts que sont les zones d'incertitude et le pouvoir. L'incertitude, c'est une zone qui donne de l'autonomie à l'acteur et une certaine influence dans le système organisationnel et in fine du pouvoir. Et le pouvoir, nous le rappelons, c'est la capacité d'un acteur de se rendre capable de faire agir un autre acteur suivant une orientation souhaitée. Dans le cas de l'atelier Renault, Michel Crozier remarque que l'organigramme, qui est une part du système d'action théorique, l'organigramme de l'atelier est défini de la manière suivante. Il y a un ingénieur responsable dont dépend des contremaîtres et ces contremaîtres ont sous leur responsabilité des ouvriers spécialisés. L'ingénieur responsable a sous sa responsabilité aussi une équipe de maintenance. Cette équipe de maintenance n'a pas formellement une autorité hiérarchique ni sur le contremaître, ni sur les ouvriers spécialisés. Bien entendu, toute organisation fonctionne de manière à ce que, toute organisation est définie de manière à ce qu'elle fonctionne d'une manière normale. Une façon normale serait que l'atelier puisse continuer à produire dans les meilleures conditions et que les équipes de maintenance interviennent dans ce que nous pouvons appeler de la maintenance préventive. Le moment de crise et qui devient une zone d'incertitude, c'est le moment où il y a une panne. Cette panne est une mauvaise nouvelle pour les ouvriers spécialisés et le contremaître.
parce que ces derniers sont appréciés, évalués sur la base de la quantité produite des pièces, et chaque panne entraîne une baisse justement de cette quantité produite, ce qui signifie pour eux une baisse de leur prime de rendement. L'équipe de maintenance ne regarde pas la panne nécessairement de la même manière, car cette panne, c'est le moment où elle montre à quel point sa présence est cruciale pour l'entreprise et que l'atelier ne peut pas fonctionner d'une manière satisfaisante sans son intervention. Eh bien, c'est dans ce cadre que Michel Crozier remarque que quand les ouvriers spécialisés font appel aux contremaîtres devant une panne, ils savent très bien que les contremaîtres ne peuvent rien pour eux. Parce que ces contremaîtres, quand ils appellent l'équipe de maintenance à leur rescousse, l'équipe de maintenance refuse d'intervenir et demande que l'ordre provienne de l'ingénieur responsable personnellement, puisqu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre les contremaîtres et l'équipe de maintenance. Le contremaître, dans ce cas, fait la demande à l'ingénieur responsable et celui-là passe l'ordre, ce qui est supposé être un ordre, à l'équipe de maintenance. L'équipe de maintenance, par contre, prend tout son temps pour intervenir. Et quand elle intervient, eh bien, elle fait en sorte à ce que son mode d'intervention ne soit pas compris par les ouvriers spécialisés. Mais elle a bien compris que pour que les ouvriers spécialisés puissent continuer à collaborer et à sentir le pouvoir important de l'équipe de maintenance, à chaque fois, l'équipe de maintenance, par dose homéopathique, donne quelques instructions qui permettent d'éliminer quelques causes de panne, mais pas toutes les causes de la panne. Donc, les ouvriers spécialisés sentent qu'ils apprennent quelque chose avec l'équipe de maintenance et qu'en plus, l'équipe de maintenance vient en sauveur, notamment de leur prime de rendement. Les contremaîtres, dans ce cadre-là, ne servent plus à rien. Et donc, pendant la crise, l'organigramme réel de l'entreprise est celui-là. Ce sont en réalité les maintenanciers qui dirigent les ouvriers spécialisés et non plus le contremaître, qui se retrouve complètement marginalisé dans le processus de décision. Ce second organigramme, Michel Crozier, l'appelle le sociogramme. Donc, cette différenciation qu'il fait entre le système formel et le système d'action réel permet effectivement de montrer la complexité des comportements organisationnels qui va au-delà de ce que l'on peut appeler le système d'organisation prescrit.